Il est 13 h, merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a décidé de relancer l'opération Zéro enfant en situation de rue. Des enfants qui vivaient dans la rue ont été recueillis et conduits vers des habitats plus appropriés. Une de nos équipes de reportage a été le témoin de ces opérations. Son reportage à suivre dans cette édition. L'élection sénatoriale partielle dans la région du Guémont, le nom de la liste victorieuse est connu, c'est le RHDP qui l'emporte. La proclamation des résultats définitifs de la commission électorale indépendante rendant compte du verdict des urnes à suivre dans un instant dans ce journal. Tous les ans, des centaines de pèlerins chrétiens ivoiriens effectuent le déplacement dans des lieux saints, notamment en Turquie, une destination qui retrace le parcours de Jésus-Christ. À quoi répond le pèlerinage pour le chrétien? Nos envoyés spéciaux en Turquie, Charles Tatou et Davis Oyo, nous éclaireront sur le sujet. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre en cette veille de Noël. Les cloches du Père Noël retentiront assurément au cours de cette édition. Mais avant ce 13 h, dans le cadre du magazine du dimanche, nous parlerons d'architecture, mieux de la 9e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment, en abrégé Archibat, qui s'est tenu du 12 au 16 décembre dernier au Parc des Expositions d'Abidjan. Le thème retenu pour cette 9e édition est le suivant: architecture durable et industrie locale. Avec nous ce 13 h sur ce plateau, Joseph Hamon, président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous essaierons de saisir la portée des problématiques qui se dégagent de ce thème afin d'en tirer des enseignements. Monsieur le président du Conseil national de l'Ordre des architectes, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Merci et tout heureux d'être avec vous. Je vous en prie. Alors donc, merci d'être avec nous. Notre entretien se fera dans une demi-heure. Mais avant, regardons ensemble à cette proclamation de résultats pour ce qui concerne l'élection sénatoriale partielle qui s'est déroulée dans la région du Guémont. Le nom de la liste victorieuse, nous l'avons dit, est connu. C'est le RHDP qui l'emporte. Résultat de l'élection des sénateurs. Scrutin partiel du 23 décembre 2023. Région du Guémont. Inscrits 236. Votants 194. Taux de participation 82,20%. Bulletin nul 0. Suffrage exprimé 194. Bulletin blanc 0. Ont obtenu la liste FPI, avec les candidats Lia Nyan Ferdinand et TI Monsetémon Basile, 47, soit 24,23%. Liste d'indépendants, TI Clécémonclé Sylvain et Adrien Bier, 15, soit 7,73%. Liste indépendant, Poué Kemonclé Patrice et Claon Moka Wilfried Gérard, 0, soit 0,00%. Liste PPACI, Diézion Dibé Bernard et Yonan Henry, 4, soit 2,06%. Liste RHDP, Gué Boniface et Sa Témon Évariste, 121, soit 62,37%. Liste indépendant, Pouéry Claire et DCI Ba Kanetoué, 0, soit 0,00%. Liste indépendant, Kei Yenao Sylvain et Ma Edmond, 0, soit 0,00%. Liste indépendant, Meyambli Évariste Édouard et Sio Die Bertin, 0, 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
Liste PDCI RDA, Dolly Emmanuel et Poé Jean. 6, soit 3,09%. Et enfin, liste indépendant, Sié Gilles Bertrand et Diassi Marcelin Habib Poa, 1, soit 0,52%. Est élue la liste RHDP avec les candidats Gay Boniface, Essa Tietémon, Évariste, avec 121 voix, soit 62,37%. À l'instant, Émile Brottier, porte-parole de la commission électorale indépendante. Madame, monsieur, vous conviendrez avec nous qu'il fait froid dehors en ce moment, une fois la nuit tombée, car l'Harmattan bat son plein en cette période de fête de fin d'année où la chaleur des foyers offre de délicieux moments de partage en famille. Certains enfants, là-bas dans les rues, restent livrés à eux-mêmes. Pour inverser cette tendance, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a décidé de relancer l'opération Zéro enfant en situation de rue. La nuit dernière, les services du ministère était sur le terrain pour recueillir ses enfants. Reportage Ismaël Evrard-Théo, Khalil Diomandé. 3 heures du matin dans la commune de Yopougon, quartier Maroc. Ces enfants qui dorment à la Belle Étoile sont visités par les équipes du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ce, dans le cadre de l'opération Zéro enfant en situation de rue. Après négociation, ils embarquent à bord de ces mini-cars. Puis, cap est mis sur les quartiers Nyangon et Sikoji. Le but reste le même, sortir ces enfants de la rue et leur offrir gîte et couvert. Si certains parmi eux perçoivent tout de suite l'intérêt, d'autres se montrent plutôt réticents. Les policiers, allez, faites votre travail. Allez. Une fois recueillis, ces enfants sont conduits au bureau d'écoute du Centre du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Le rôle du bureau d'écoute et d'orientation, c'est de les prendre, de les amener ici et puis de les écouter. À partir des écoutes, on va faire un profilage et nous faisons le suivi. Cette énième opération menée dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 décembre est fructueuse, selon le directeur de cabinet du ministère de tutelle. Nous avons pu recueillir presque 100 enfants. Notre rôle, c'est de recueillir ces enfants, de procéder à leur resocialisation et les réinsérer dans le tissu économique et social. Cette année, ce sont plus de 250 enfants en situation de rue qui ont bénéficié de l'assistance du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et en prélude à la célébration de la fête de Noël, les femmes et les enfants de la commune de Songon ont reçu des dons en vivres et des présents. C'est une initiative de la mairie de Songon en collaboration avec l'association des Chinois vivant en Côte d'Ivoire. C'était en présence du ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre chargé des Sports et du cadre de vie. Reportage Issa Chonroyeo, commenté pour vous par Khalil Diomandé. L'association des Chinois en Côte d'Ivoire, aux côtés de la mairie de Songon, pour donner du sourire aux tout-petits et aux femmes. En prélude aux fêtes de fin d'année, 450 lots de vivres et 540 jouets sont offerts aux enfants issus de tous les quartiers et villages de la commune de Songon. Après avoir reçu ces cadeaux, nous sommes très émus. Les mots nous manquent, nos donateurs. Que Dieu les bénisse. La partie chinoise se félicite de ces dons qui viennent raffermir sa relation avec la Côte d'Ivoire. On pense que c'est un très bon signal pour la coopération entre nos deux pays, surtout dans l'année 2023, marquant le 40e anniversaire de nos relations diplomatiques. Nous voudrions remercier le président de la République, Alassane Ouattara, qui a contracté cette relation avec la Chine. Par la voix de son représentant, le Premier ministre Robert Begré-Mambé traduit sa reconnaissance pour cette action sociale en faveur des populations de Songon. Cette association initie des dons. L'année dernière, je crois que c'était dans la commune d'Anyama, à Lokwa. Et cette année, c'est la commune de Songon qui a été choisie. Je suis très heureux de constater la vitalité de la coopération entre la République populaire de Chine
et la République de Côte d'Ivoire. Donc il faut saluer la vitalité de cette coopération. L'Association des Chinois en Côte d'Ivoire pour la réunification nationale pacifique a exhorté les communautés de Songhon à maintenir la cohésion et le vivre ensemble. Le Père Noël et ses lutins qui se signalent une fois de plus dans cette édition des cadeaux et des présents dans la ferveur de cette fête de Noël pour des enfants handicapés ou ayant des parents en situation de handicap. L'initiative est de l'Association des handicapés de Côte d'Ivoire. Ils étaient plus d'une centaine venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. C'était hier samedi dans la commune du Plateau. Ahmed Traoré, Issa Tchonayeo. Plus de 100 enfants en situation de handicap, à savoir des albinos, sourds-muets, bègues, handicapés mentaux et certains dont les parents sont handicapés, passent la fête de Noël dans la joie. Ils ont reçu des jouets de la part de l'Association des handicapés de Côte d'Ivoire. La cérémonie de remise de cadeaux s'est déroulée autour d'un arbre de Noël. Danse, chants, jeux et autres concours éducatifs étaient au menu. Selon Anne-Cécile Conan, coordonnatrice de cette manifestation, la rencontre vise à donner un sourire à des enfants plus ou moins marginalisés et qui, pendant des fêtes, ne bénéficient vraiment pas de soutien. Cette journée regroupe aussi bien les enfants qui sont en situation de handicap, les enfants des personnes en situation de handicap et les enfants qui n'ont pas d'handicap ensemble. C'est une activité inclusive et nous apprenons aux enfants dès le bas âge de vivre avec leurs frères ou leurs sœurs qui sont en situation de handicap pour qu'ils puissent mieux s'approprier la notion du handicap pour qu'en grandissant, ils puissent être eux aussi des avocats des personnes handicapées. La digitalisation, quel enjeu pour nos enfants, est le thème retenu pour ce rendez-vous. L'Association des handicapés de Côte d'Ivoire entend élargir ses actions sur toute l'étendue du territoire, ce pour le bonheur des enfants en situation de handicap. Et toute autre chose à présent, les vainqueurs du concours numérique initié par l'Agence universitaire de la francophonie à travers son programme dénommé « Apprendre sont connus ». Formés via le numérique, ces enseignants ont été évalués à travers ce concours. Ils ont été récompensés au siège de l'École normale supérieure de Cocody. Reportage signé Sephora Zegui. Les vainqueurs du concours Le numérique éducatif initié par l'AUF, Agence universitaire de la francophonie, sont connus. 2 Ivoiriens et un Togolais remportent les premières, 2e et 3e places sur 100 candidatures. Avec la formation qu'Apprendre nous a donnée, j'ai suivi 2 sessions. J'ai suivi celle de 2020 et celle de 2023. J'ai eu à acquérir plus de méthodologie, plus de manières de pouvoir revoir la manière dont j'utilise le numérique pour pouvoir améliorer l'enseignement. Je voudrais remercier l'AUF pour nous avoir donné cette opportunité. Enfin, pour avoir donné l'opportunité aux enseignants de pouvoir utiliser le numérique pour améliorer leur pratique enseignante. Aujourd'hui, nos enfants sont une génération du numérique, qu'on le veuille ou pas. C'est leur monde, c'est leur microcosme. Donc, il faut leur donner leur environnement. Ce concours est la résultante du programme Apprendre, organisé par l'AUF à l'intention des enseignants de 26 pays partenaires. Il ambitionne d'accompagner les différents ministères en charge de l'éducation dans la conception et la mise en œuvre de stratégies et démarches d'accompagnement professionnel des enseignants en poste. C'est un programme qui se déploie sur 26 pays et qui se donne pour ambition d'accompagner les ministères dans la formation initiale et continue des enseignants, à travers la production des ressources, à travers des ateliers de formation pour pouvoir renforcer les pratiques enseignantes et aussi renforcer aussi la supervision pédagogique. On leur a demandé de mettre en exergue à travers une vidéo ce qu'ils ont eu à acquérir lors de cette formation. Pour sa 3e session, le MOOC a rassemblé plus de 20 000 inscrits, dont 2700 Ivoiriens. Le programme Apprendre de l'AUF est un pourvoyeur d'expertise et de mise en réseau des acteurs en charge de l'éducation. Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, a procédé à une remise de chèques à des médias privés et des organisations professionnelles. Ces acteurs du secteur de la communication ont reçu 1,5 milliard de francs CFA, une aide qui vient en soutien à leur fonctionnement ainsi qu'au financement de leurs projets. Jean-Marc Tchachi. Plus d'1,5 milliard de francs CFA alloués à plus d'une trentaine de médias et d'organisations professionnelles du secteur.
C'est le bilan enregistré par l'Agence de soutien de développement des médias ASDM comme subvention au titre de l'année 2023. Depuis plus d'une décennie, les entreprises de presse relèvent une perte de plus de 70% de leur chiffre d'affaires, selon l'Autorité nationale de la presse. Ces appuis de l'État de Côte d'Ivoire aux médias viennent à point nommé, mais beaucoup reste à faire, selon les professionnels. Au-delà des 10 millions que mon entreprise a reçus à titre personnel, ma satisfaction, ma réaction, c'est relativement à l'enveloppe globale et à la prise en compte de l'ensemble des acteurs de l'écosystème des médias avec le montant d'1,5 milliard. Nous estimons que nous sommes des organisations à but non lucratif qui œuvrons vraiment dans le secteur. Nous n'avons pas de ressources en tant que telles. Voilà. Il est important qu'à ce niveau-là, que nous soyons soutenus par l'État de Côte d'Ivoire. Les allocations de l'ASDM sont destinées au financement de projets, formations, de protection sociale, de charges d'exploitation et d'études des médias. Pour l'année 2023, 70% des subventions furent réservées à l'écosystème presse et à la mutualité sociale. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a engagé un vaste programme de transformation structurelle de notre économie. Ce n'est pas le secteur de la presse qui sera en reste. Je suis convaincu, avec le ministre, que nous allons réussir à sortir tout notre écosystème du marasme. Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, a assuré les bénéficiaires du soutien de l'État. Il propose des réflexions sur la viabilité des entreprises de presse. Oui, nous sommes pour accorder des subventions, mais nous voulons apporter des subventions dans un environnement qui soit structuré. On ne peut pas créer une entreprise de presse pour vivre de subventions. Ce n'est pas possible. Ça veut donc dire qu'il y a une vraie réflexion à mener sur les différents modèles économiques. Et nous permettra d'avoir des entreprises de presse qui soient viables. 4 véhicules et 7 motos furent remis à la Société d'édition et distribution Edipresse par le ministre Amadou Koulibaly. Un don d'une valeur de 50 millions de francs CFA qui matérialise la proximité du gouvernement des professionnels du média en Côte d'Ivoire. Un reportage de Jean-Marc Djadji. Madame, monsieur, si vous ne le saviez pas, selon un rapport émis par l'Organisation mondiale de la santé portant sur l'équité et l'accès aux soins de santé, les personnes atteintes de handicap sont les plus marginalisées dans la plupart des pays. L'OMS recommande d'ailleurs de garantir l'émancipation et la participation effective des personnes handicapées dans la mise en œuvre des mesures dans le secteur de la santé. Didier Nguessan. L'accès aux soins n'est pas équitable pour tous. L'OMS, dans son rapport mondial sur l'équité dans l'accès aux soins, identifie des difficultés pour les personnes en situation de handicap. Ce rapport donne les données probantes sur les inégalités que les personnes handicapées auxquelles elles font face, mais également des recommandations que les pays peuvent prendre en compte pour améliorer cette situation. Ce qu'on essaye de recommander au gouvernement, c'est de prendre en charge le renforcement du système de santé qui est déjà existant. Donc on n'ajoute pas de nouvelles recommandations, c'est vraiment d'inclure les personnes handicapées dans ce qui existe déjà dans le système de santé du pays. Soins ou infrastructures sanitaires, l'OMS recommande l'inclusion dans toutes les initiatives. L'État de Côte d'Ivoire travaille à offrir des services de santé publique qui tiennent compte des personnes en situation de handicap. Le gouvernement ivoirien s'est inscrit dans la dynamique de la couverture sanitaire universelle en instituant à travers la loi numéro 2014-14 du 24 mars 2014 la couverture maladie universelle au profit de l'ensemble des résidents ivoiriens. Un réseau solide de partenariats et des alliances axées sur le handicap permettra de faire face aux défis de l'équité. Le rapport présenté ce 12 décembre consacre également la journée de la couverture sanitaire universelle. Toutes sortes de dérives et de maux sont observés au niveau de la jeunesse. Addiction à l'alcool, aux drogues, aux grossesses en milieu scolaire. Pour tenter de mettre un terme à ces pratiques, une caravane dénommée Jeunesse Saine, initiée par la Direction de la protection de la jeunesse, s'est donnée pour mission de sensibiliser la jeunesse sur les conséquences de ces dérives. Lancée le 16 août dernier, 8 millions de jeunes à travers toute la Côte d'Ivoire ont été touchés par les messages distillés. Point de ce bilan à mi-parcours avec Ismaël Evrardéo et Didier Nguessan. 8 57 509 adolescents et jeunes touchés.
Ces chiffres, donnés par le directeur de la protection de la jeunesse, émanent du rapport à mi-parcours de la campagne dénommée Caravane Jeunesse Saine, une action pour amener la jeunesse à adopter de meilleurs comportements face aux fléaux tels que la drogue, l'alcool et les comportements sexuels déviants. Les réflexions portent également sur les dispositions entreprises pour maintenir les acquis de la caravane en faveur des jeunes lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football organisée en terre ivoirienne du 13 janvier au 11 février 2024. Avec tout le monde, ce monde qui sera mobilisé, qui sera présent, l'euphorie monte au niveau des adversaires des jeunes. Et cela peut donner lieu à des comportements déviants. C'est l'occasion et donc de déployer encore nos dispositifs pour endiguer essayer de continuer un peu tous ces risques au niveau de nos adolescents et de nos jeunes. Lancée le 16 août dernier, la caravane Jeunesse Saine s'inscrit dans le cadre du PJGouv 23-25. Il vise à amplifier les politiques publiques en faveur des jeunes. Cela en vue de leur assurer une bonne insertion professionnelle et de leur garantir de meilleures conditions de vie. Un mot de culture à présent dans le fil de l'actualité. Il y a cet instant hommage consacré à l'artiste comédienne connue sous le nom de Akissi Delta, de son vrai nom Akissi Delphine Loukou. Delta, actrice et productrice ivoirienne, a été honorée par l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Sa vie et son parcours professionnel ont été présentés aux jeunes apprenants. Serge Pacom-Didi, Franck Quadio. L'INSAC célèbre Akissi Delta, fille du grand écran ivoirien et icône du cinéma africain. Un grand nom de l'art en Côte d'Ivoire qui a marqué les furies du 7e art à travers des séries télévisées telles Comment ça va, Qui fait ça et surtout sa propre série Ma famille. Intitulée Rendez-vous culturel et artistique à la rencontre des anciens du cinéma, cette activité fait partie des initiatives d'appui à la formation. Témoignages, anecdotes pour retracer la vie du Akissi Delta, sans oublier le parcours professionnel de l'artiste. C'est un modèle. Avoir en face, lui poser les questions qui nous passent par la tête, c'est vraiment un honneur pour nous. Aujourd'hui était un jour très spécial. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui, moi je suis en fait les pas du cinéma. Émotion et occasion pour Akissi Delta de prodiguer des conseils aux étudiants. Cela en évoquant sa vision du développement du cinéma ivoirien. Je ne sais que dire. D'abord, ça, l'hommage, mais la photo que je viens de voir, c'est-à-dire même si un jour je ne suis plus, les élèves qui viendront plus tard, ils sauront aussi qu'il y avait une personne qu'on appelle Akissi Delta qui a vécu, qui a fait de l'art. Madame Akissi Delta, il faut reconnaître qu'elle reçoit nos étudiants dans son studio de production. Et il était donc bon au regard de cette grande expérience et de ses grandes contributions au rayonnement de la formation à l'INSAC que nous puissions lui dire merci. Prestations artistiques, projection des films réalisés par l'invité, la remise d'un trophée et d'un tableau par la direction générale sont les différents points d'orgue de cette cérémonie. Et on continue de parler de culture dans cette édition avec la 11e édition du Festival des Arts et Cultures du Bunkani, dénommé Festibo, qui s'est tenu à Bouna. Cette édition a été l'occasion pour les initiateurs de ce festival d'organiser un panel sur la problématique de l'accès aux ressources naturelles et son impact sur la paix et la coexistence pacifique dans la région du Bunkani. À travers cette initiative, les responsables du Festibo veulent sauvegarder la cohésion sociale dans la région. Herman Yamia. Le défi de l'accès aux ressources naturelles et son impact sur la paix et la coexistence pacifique dans la région du Bunkani, au centre d'un panel de haut niveau lors du Festival des Arts et Cultures du Bunkani dénommé Festibo. Le motif pour lequel le président a initié le Festival des Arts et de la Culture des peuples du Bunkani ne consiste pas seulement à venir danser, mais c'est un moment de retrouvailles, de réflexion, se projeter sur ce que nous sommes. Comme l'a dit quelqu'un, un peuple sans culture est un peuple sans mémoire. Ce panel, animé par des experts, des universitaires et des membres de la société civile, a mis en lumière les conflits entre éleveurs et cultivateurs à travers la transhumance du bétail et les conflits fonciers au sein des différentes communautés. La terre est essentielle aujourd'hui dans le rayonnement de nos peuples. Or, il se trouve qu'avec l'afflux de ce que j'ai appelé l'étranger ou les étrangers, vous comprenez que la gestion de cette terre devient problématique.
Cette 11e édition de ce festival dénommé Festibo Mini, qui se tient en année intermédiaire au dit du commissaire général d'Agemin, prépare le terrain pour l'édition suivante qui promet selon lui d'être le meilleur festival jamais offert à la population du Bunkani. La 11e édition du festival a également proposé un circuit touristique dans le parc de la Comoé, un tournoi de Maracana, le retour de victorieuses des années précédentes et un concert qui a réuni tous les artistes de la région. Et la fête fut belle à Bouddha, comme on le voit sur ces images. Dans l'actualité, toujours, nos religions, on parle de religion à présent. Nous le disions à l'entame de cette édition. Nos reporters Charles Tatou et Davy Soyo sont en ce moment en Turquie. Ils suivent la progression de pèlerins ivoiriens qui visitent des lieux saints. Tous les ans, ce sont des centaines de pèlerins chrétiens ivoiriens qui effectuent le déplacement vers la Turquie afin de vivre le parcours des apôtres de Jésus-Christ. Ils nous éclairent sur le sens du pèlerinage pour les fidèles chrétiens. Reportage. La Turquie, un pays qui compte dans l'histoire du monde chrétien. Le pays est fréquenté régulièrement par les fidèles chrétiens pour le pèlerinage. C'est un lieu important pour les chrétiens et pour les groupes de pèlerinage qui viennent en Turquie parce que c'est une ville qui est considérée comme la 3e ville importante pour les chrétiens comme Jérusalem, Vatican et Nice. Depuis 2018, la Turquie est devenue une des destinations des chrétiens pèlerins ivoiriens qui multiplient les éditions en quête de voir et toucher du doigt les traces des apôtres de Jésus-Christ. Nous sommes à notre 15e groupe que nous conduisons. Ici, ça permet aux chrétiens d'être renforcés dans leur foi. Parce qu'ils ont ce qu'ils lisent et puis ils ont ce qu'ils voient. Mais que représente le pèlerinage dans la vie d'un chrétien? C'est pour être en communion une fois de plus avec Jésus-Christ que chacun de nous se retire, un tant soit peu de sa vie, pour venir vivre à l'extérieur un pèlerinage. Mais le premier pèlerinage, c'est d'abord le cœur. C'est le cœur qui se laisse toucher par Dieu et c'est le cœur qui se donne tout entier à lui. Je suis très heureux de me retrouver ici, sincèrement, parce qu'on lit souvent la Bible. Mais quand tu viens au cœur même de ce qui a été mis dans la Bible, tu te sens de plus en plus édifié. Pour renforcer leur foi chrétienne, les pèlerins ivoiriens visiteront les monuments et villes traversées par les apôtres de Jésus-Christ. Et dans l'actualité internationale au Bénin, hier samedi 23 décembre, dans la soirée, au cours d'un entretien à la télévision publique, le président béninois Patrice Talon a évoqué son départ et sa succession en 2026. Il a rejeté les demandes insistantes de l'opposition et justifié son nouveau rapport avec la junte nigérienne. Et puis toujours dans l'actualité internationale concernant le conflit israélo-palestinien, sachez que l'aviation et l'artillerie israélienne continuent de bombarder intensément la bande de Gaza. Plus de 200 Palestiniens ont été tués entre vendredi et samedi. C'est ce qu'a annoncé le Hamas hier samedi en fin d'après-midi. Il a également fait état de la découverte de dizaines de corps de Palestiniens tués, dont certains exécutés en pleine rue par l'armée israélienne dans la région de Jabalia, au nord de Gaza. Notons que le président américain Joe Biden a pressé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de protéger les civils. Le Hamas réclame lui une enquête internationale sur des exécutions sommaires de civils imputés à l'armée israélienne. Place à présent au magazine de ce dimanche qui fait la part belle aux bâtiments. Cela pour parler de Archibat, le salon de l'architecture et du bâtiment qui, nous le disions à l'entame de cette édition, s'est tenu du 12 au 16 décembre dernier. Notre invité nous a rejoint sur ce plateau, le président du Conseil national de l'Ordre des architectes, M. Joseph Hamon. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors dites-nous, qu'est-ce que Archibat concrètement? Alors Archibat, c'est le salon de l'architecture et du bâtiment. On est à la 9e édition et à chacune de ces éditions, nous avons la particularité de pouvoir rassembler en un lieu à la fois les professionnels du monde divers avec une thématique qui a déjà été établie. Cette édition, vous l'avez rappelé il y a quelques instants, c'est architecture durable et industrie locale, mais également toute une série d'expositions, d'exposants qui viennent montrer les différents produits qu'ils ont, également leur savoir-faire. Alors, voici 9 ans que ce salon existe. En 9 ans, c'est un vécu. Quelles sont les avancées notables qui ont été justement enregistrées depuis la première édition? Alors, la première édition a eu lieu en 2007, donc il y a beaucoup plus de 8 ans. Nous sommes à la 9e édition, mais je dois dire qu'à chacune de ces éditions, nous avons toujours apporté une innovation à travers certes les thématiques, mais également montrer c'est quoi l'architecture.
Et le dernier thème, la dernière édition, a porté sur l'architecture durable parce que c'est aujourd'hui un sujet d'actualité. C'est une préoccupation qui n'est plus, je dirais, nationale, elle est devenue maintenant planétaire. Parce que notre monde est en train d'aller, on peut le dire de manière très simpliste, à la dérive, avec une perte d'une certaine qualité de vie, une dégradation. On parle de plus en plus de changement climatique et nous avons notre part à apporter en vue de remédier à cette situation. Ce thème, nous allons en parler de façon approfondie, mais avant, dites-nous quel est le cœur de cible de ce salon, son cœur de cible? Alors, on vise à la fois le public, le grand public, celui qui doit venir nous visiter et également partager avec eux les différentes problématiques qu'il y a au niveau de notre cadre de vie essentiellement, mais également une occasion pour tous les différents professionnels architectes de se retrouver, d'échanger, de partager leurs connaissances et également d'apporter des solutions ou des suggestions en vue des changements majeurs que nous pourrons apporter à notre société. Que doit-on comprendre par architecture durable? Alors l'architecture durable, c'est tout simplement la prise en compte des matériaux de proximité, mais ayant un impact sur notre environnement immédiat. Donc nous essayons à travers nos modes de conception, nos modes de vie, nos modes de déplacement et autres, de tenir compte de tous ces différents facteurs qui vont essayer d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Et l'industrie durable, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Alors l'industrie durable, c'est tout ce qui aujourd'hui vont aller à une production en tenant compte de l'impact des transformations des matériaux essentiellement sur l'environnement. Quel est le lien entre les deux? Pourquoi justement avoir choisi un thème pareil? Vous avez dit à l'instant que ce thème épouse justement les contingences existentielles, mais de façon professionnelle. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Alors, de plus en plus, on avait une méconnaissance de nos industries locales. On ne savait pas, par exemple, qu'à partir de nos matériaux que nous avons à proximité, que ce soit la terre, la pierre et autres, nous pouvons faire de la construction et de la construction dite durable, puisque nous les avons à proximité en évitant un certain nombre de moyens de transport qui pourraient être coûteux lorsqu'on les fait venir de l'extérieur. Mais en plus de ça, nous avons d'autres facteurs au niveau de notre mode de vie. Utiliser nos matériaux, nos moyens de déplacement et autres, en prenant en compte la proximité de ceux-ci, vont avoir un impact soit sur l'utilisation ou la consommation d'énergie fossile qui aujourd'hui, on tente à les faire baisser au niveau de l'usage quotidien dans nos besoins, mais également avoir une qualité de vie améliorée. Il ne faut pas aller chercher très loin. Une qualité de vie améliorée. Oui, il ne faut pas aller chercher très loin. Depuis très longtemps, nos parents ont vécu dans un environnement durable. Dans nos villages, on construisait avec des matériaux à proximité. On n'allait pas les chercher très loin. On produisait juste à proximité. On consommait également sur place. De telle sorte qu'aujourd'hui, avec l'extension urbaine, on a tendance à aller les chercher très loin. Et on a l'impression que nous n'avons pas ces matériaux. Nous n'en disposons plus. Eh bien, nous voulons, à travers les industries sur place, mais également avec notre savoir-faire, reconstituer tout ce que nous avons pratiquement perdu. Alors, parlons de la qualité des matériaux. On a assisté dans un passé récent à l'effondrement de plusieurs bâtiments. La responsabilité des architectes est-elle engagée justement dans le choix des matériaux? Non, non, pas du tout. Vous limitez seulement au plan que vous proposez, c'est cela? Ah non, la mission de l'architecte, elle est très complète. Elle part depuis le volet conceptuel à la réalisation et même à l'exploitation du bâtiment. Mais lorsque vous regardez les bâtiments qui se sont effondrés, pour être très clair, tous ces bâtiments n'ont pas fait l'objet, malheureusement, d'apports d'architectes et encore moins de certains professionnels. C'est de l'autoconstruction assez souvent, ce qu'on a pu constater. Dans le choix des matériaux, oui, il y a des matériaux qui ne sont pas adaptés, qui ont pu être utilisés et qui ont pu accélérer ou modifier la stabilité des ouvrages. Mais je dois vous assurer qu'en faisant appel aux professionnels, ils seront détectés très rapidement la qualité des matériaux et éliminer tous ceux qui ne sont pas conformes à la construction. Vous nous exhortez donc à travailler avec des architectes, à solliciter leur expertise, c'est bien cela? Mais absolument. C'est d'abord la première chose. Quand vous êtes malade, je crois que vous allez vers un médecin et non pas vers un soi-disant charlatan. Donc c'est la même chose. Lorsque vous voulez construire, vous avez des professionnels. L'architecte est le maître d'œuvre, il est un peu le chef d'orchestre qui met
tout le monde, comme on dit, dans une partition parfaite afin de pouvoir réaliser vos ouvrages dans les meilleures qualités possibles. Alors, expositions, ateliers, conférences ont été entre autres les grandes articulations de la 9e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment, qui, nous le rappelons, s'est tenu du 12 au 16 décembre dernier au Parc des Expositions d'Abidjan. Et l'événement a rassemblé des acteurs du secteur, notamment les professionnels du cadre bâti, et a été sanctionné par une déclaration dite Déclaration Archibat 2023. Ensemble, suivons cet élément de notre reporter Dangui Dangui qui nous renseigne sur le contenu et la portée de cette déclaration. Elle fait figure de feuille de route des acteurs du secteur, notamment des professionnels du cadre bâti. La déclaration d'Archibat 2023. Cette déclaration mentionne, et je cite, un constat clair et partagé, à savoir que le changement climatique implique une transformation de notre mode de bâtir, d'habiter et de consommer. De quoi actualiser le thème de cette 9e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment qui, rappelons-le, a eu lieu du 12 au 16 décembre dernier au Parc des Expositions d'Abidjan. Architecture durable et industrie locale. La déclaration d'Archibat 2023 invite en conséquence les uns et les autres à consommer, à bâtir, à habiter localement pour créer davantage d'opportunités d'investissement dans le secteur de l'industrie du bâtiment. Sauf que cela soulève bien des défis que n'occulte pas cette déclaration qui évoque d'ailleurs, entre autres défis, l'usage de matériaux de qualité trouvés localement, non agressifs de l'environnement et du milieu de vie, ainsi que la nécessité de travailler les savoir-faire locaux pour capitaliser les avantages. Autant de défis que la déclaration d'Archibat 2023 invite les professionnels du cadre bâti à en faire des opportunités pour réussir leur planification urbaine. Alors, monsieur Amand-Joseph, dans cet élément de notre reporter Dangui Dangui, on voit que vous avez justement parlé d'une déclaration dite d'Archibat. De façon plus simple, quels sont les différents points qui ont justement été identifiés et pris en compte par ces déclarations ? Et pourquoi le choix de ces points ? Alors, ces points résultent un peu des différents échanges. Nous avons eu 6 panels au cours desquels nous avons partagé plusieurs sujets d'actualité et qui touchent aussi bien l'architecture, mais également les industries, la population, le mode de réalisation de nos différentes réalisations et également l'avenir de nos différentes villes. Donc, nous avons partagé, échangé, nous avons reçu des communications de très haut niveau. Et à la fin, la synthèse nous ont permis de pouvoir résumer à travers un certain nombre de points que vous avez résumés si parfaitement dans ce résumé, le résumé qui vous a été présenté, les différentes, comme on dit, conclusions de nos différents travaux. Mais je dois dire que l'invite final, c'est de nous amener à changer notre manière de penser, de concevoir nos villes, la manière de construire, la manière de prendre en compte les changements climatiques et l'impact que nous avons eu malheureusement de manière très rapide dans l'usage de nos moyens de travail, de nos moyens de déplacement, de nos moyens de construction. Et nous avons maintenant voulu nous amener à prendre vraiment conscience de l'urgence qu'il y a à nous rapprocher de certaines réalités, de l'usage des matériaux adaptés, de notre mode de vie, de nos modes de déplacement et autres, pour que nous ayons une planète et une humanité beaucoup plus adaptée que celle que nous vivons actuellement. Alors, vous sollicitez, vous l'avez dit il y a quelques instants, que c'était une sorte d'exhortation justement à recourir aux architectes, mais est-ce que le coût que vous offrez en termes de prestations est accessible à toutes les bourses ? Absolument. Construire, ça représente plusieurs, je dirais, millions d'investissements. La part que les architectes prennent dans cette mission, qui n'est pas seulement celle de l'architecte, mais seulement de toute l'équipe qui participe à la réalisation de vos ouvrages, n'excède jamais plus de 10% du coût de votre investissement. Il y a une réglementation qui existe et qui calibre tout cela ? Absolument. Il y a bien entendu des règles, un code de déontologie, un code d'exercice professionnel qui nous permet de cadrer la manière dont l'architecte sera amené à apporter le concours auprès du client, mais également un format de missions qui sont très clairement définies et qui engagent sa responsabilité professionnelle, responsabilité pénale en cas d'effondrement de l'ouvrage, si sa responsabilité est engagée. Et c'est tout ça qui est couvert par les honoraires qui sont réclamés par l'architecte envers son client. Alors, les pays membres de l'UEMOA ont pris part aux réflexions qui ont été donc débattues sur les quelques jours prévus pour ce salon, n'est-ce pas ? Tout à fait. En quoi ont consisté leurs contributions ? Alors, la première chose, nous sommes dans un espace communautaire qui est très vaste
Et nous pensons qu'aujourd'hui, notre réflexion ne doit plus se limiter simplement à notre seul pays. Nous devons voir beaucoup plus large. Parce que les préoccupations qui sont en Côte d'Ivoire sont également partagées dans tous les différents États de l'espace UEMOA. Nous avons l'avantage d'avoir une conférence des ordres qui a été mise en place par les différents chefs d'État de nos pays et qui permettent aux architectes de pouvoir se retrouver régulièrement et de partager les sujets d'actualité. L'une des raisons de la présence des présidents des ordres au cours de ce salon était qu'au préalable, nous avons eu une rencontre sur ce qu'on appelait la valise pédagogique, c'est-à-dire mettre en place un format de formation de tous les architectes de notre espace. Nous sommes arrivés à des conclusions très heureuses parce que les architectes vont avoir un format consensuel de formation. Et au-delà, leur présence nous a permis également de pouvoir partager sur les différents plateaux et les panels l'expérience qui existe dans chacun de ces pays. Et ce n'est pas seulement limité au cas des pays de l'espace UEMOA, puisque nous avons eu également des expériences d'un pays de l'Angola, puisque le vice-président de l'Union internationale des architectes était avec nous, mais également un autre exemple comparatif avec Singapour, puisque nous avons une similitude au niveau climatique, et nous pensons que l'expérience de Singapour en matière de développement durable pourrait inspirer un certain nombre d'architectes. Alors à ce jour, combien d'architectes compte la Côte d'Ivoire? Êtes-vous en mesure de nous donner un chiffre précis? Oui, on était 254 il n'y a pas très longtemps. Bien entendu, nous venons d'avoir en début de semaine 11 nouveaux architectes qui sont sortis de l'école d'architecture d'Abidjan, plus ceux qui vont sortir des différentes écoles. Nous visons très rapidement, dès l'année prochaine, autour de 300 architectes. C'est encore très insuffisant et c'est un appel à tous les jeunes, puisque nous sommes à l'année de la jeunesse, de regarder ce métier. Nous irons vers eux au cours de l'année pour partager et les amener à venir nous rejoindre dans nos rangs. Alors, vu que nous sommes dans la projection, à quoi devrait-on s'attendre en termes de perspective pour Archibat 10e édition? Alors, elle sera, je pense, la concrétisation des 9 précédentes, puisque nous bénéficions aujourd'hui d'un lieu tout à fait adapté, que le parc d'exposition d'Abidjan, et l'indice de satisfaction, d'ailleurs, qui est venu des différents exposants, était très élevé. Et j'ai une occasion de dire que l'Ordre des architectes, avec son partenaire Axe Marketing, ont travaillé ardemment sur ces 9 premières éditions et nous espérons que la 10e, elle sera vraiment sommée dans le salon de l'architecture du bâtiment. Joseph Hamon, merci. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nous recevions ce dimanche 24 décembre 2023 monsieur Joseph Hamon, président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous avons parlé d'architecture, mieux de la 9e édition de Archibat, le salon de l'architecture et du bâtiment qui s'est tenu du 12 au 16 décembre dernier au Parc des Expositions d'Abidjan. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Joyeuse Noël à tous les enfants de Côte d'Ivoire et du monde entier.